Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez encore les bienvenus sur la chaîne KD Info TV, une chaîne qui vous donne les informations en temps réel et très crédible. Nous venons d'apprendre comme ça que la dame qui a rejeté l'accord de pêche que la Côte d'Ivoire a envisagé avec l'Union européenne, cette dame est actuellement sous persécution de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien est en train de la chauffer mal. Mais la question qu'on se pose, pourquoi cela doit causer problème à la Côte d'Ivoire? Parce qu'elle a juste refusé. Elle a juste refusé parce qu'il y a plusieurs accords qui sont signés auparavant et qui n'ont pas été exécutés comme il le fallait. Donc, dans ses propos même là, elle a été claire. Elle s'est basée sur les faits passés pour refuser ce qui est sous les mains. En tout cas, comme je le dis, je ne veux pas trop bavarder, je vous laisse vous-même les informations, vous allez écouter et vous allez donner vos avis. Mais c'est compliqué. En tout cas, je ne veux pas trop bavarder, comme je l'ai dit. Je vous laisse les informations. Il y a bien d'autres informations qui sont dans la vidéo. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. On se revoit dans le commentaire, famille. Ciao, ciao. Famille, voici vos inutiles de ruminants de Dramana. Ils ont fait un communiqué pour condamner les propos de cette dame-là. Oui, une dame qui défend les intérêts des Ivoiriens, qui dit non à l'accord de pêche avec l'Union européenne. Vous venez vous la condamner, sauf que vous trompez de personnes, tellement vous êtes mélangés dans la tête. Vous trompez de personnes, vous ne savez même pas que celle que vous avez dit son nom là, c'est celle qui est ici là. La voici qui est là. Votre soi-disant Anne-Sophie Frigoula, la voici qui est ici. Celle-là, elle s'appelle Angéline Furé. Dans votre communiqué là, vous dites condamner les propos de celle-là. Celle-là a tenu quel propos? Elle a tenu quel propos? Elle peut vous poursuivre encore. Vous êtes trop tonton, vous êtes mélangé en fait dans la tête. Vous êtes allé signer un accord de 2 milliards de francs CFA avec l'Union européenne pour qu'ils viennent pêcher dans nos eaux pendant 4 ans. Vous avez signé ça le 6 juin 2025. On a vu ça sur la toile. Mais elle, là, elle s'était opposée à ça parce qu'elle a trouvé injuste. Les 2 milliards qu'ils ont donnés, ça servait à quoi? Nous, on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul projet que vous avez réalisé à 2 milliards. Les projets passent de 5, commencent de 5 à, voilà, oh là là. Alors, à quoi a servi les 2 milliards que l'Union européenne a donné pour qu'on puisse pêcher dans nos eaux pendant 4 ans? Ça servit à quoi? Rien du tout. Vous avez partagé ça dans vos poches. Aujourd'hui, même les Ivoiriens ne gagnent pas à manger du poisson. Quand il s'agit de créer des projets en Côte d'Ivoire, vous déboussez de gros moyens. Mais quand c'est pour aller signer les accords avec les autres, vous ne savez pas parler, vous ne savez plus discuter. Avant-hier, vous avez déboussé 30 milliards de francs CFA pour aller renforcer, voilà, les caméras de surveillance dans tout Abidjan là. 30 milliards. Mais vous êtes capable de donner tous nos eaux là à l'Union européenne à seulement 2 milliards pour pêcher pendant 4 ans. Quand il s'agit d'aller signer les accords là, vous ne connaissez plus l'argent. Mais c'est quand vous voulez faire vos projets là, vous connaissez l'argent. Et vous partez accuser une autre dame pour dire que non, vous condamnez ses propos. Faites bien vos recherches avant de faire vos communiqués à la merde là. Vous êtes nuls à chier. L'accord n'a pas été signé. Est-ce que l'accord n'a pas été signé? Paresseux que vous êtes. Laurent Gbagbo est responsable de cette situation avec son équipe. Ils ne comprennent rien à la finance et à la banque. Ils n'ont pas leur place dans ces structures. Et c'est pour cela qu'ils agissent ainsi. Il faut qu'ils partent. Autrement, comme vous l'avez dit, ils nous apportent le chaos. Et je pense, et je demande que les Ivoiriens n'acceptent pas de se soumettre à une telle évolution. Oh, je vous souhaite bon début de semaine de ce 17 août 2026. Bon début de semaine à tous ceux-là qui disent la vérité. Donc, c'est ça, hein? C'est ça. Qui ne comprend rien. Entre 6 milliards et 47 000 milliards. Je dis bien entre 6 milliards et 47 000 milliards. Qui ne comprend rien.
Le pacte social du président Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire pour tous. Et de tous, pour qu'aucun Ivoirien ne soit oublié et encore moins mis à l'écart. Alors, demain mardi 18 août 2026, le camarade Ouallo Jean-Luc animera une conférence de presse dans le cadre de la campagne de vulgarisation du pacte social, dont le thème est décentralisation et développement local. Mais avant de poursuivre, on va écouter une vidéo et je reviens. Du mois prochain, je vous ai dit, moi je prêterai serment à Yamoussoukro. Je déménagerai à Yamoussoukro. Je vais exécuter toute une série de projets. Tous ces grands projets pharaoniques, est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires? On évaluera. Monsieur Ouattara, est-ce que vous pouvez détailler un calendrier précis pour ces projets que vous voulez décliner dans la nous avons dans mon programme de gouvernement, vous voyez, qui est là, nous avons dit clairement, c'est par écrit, que nous allons le faire. La première année, nous allons transférer la présidence, nous allons transférer le ministère de l'Intérieur, il y a toute une série de ministères qui seront transférés. La deuxième année, ce seront d'autres ministères. Certains ministères économiques resteront à Abidjan. Moi, j'ai beaucoup étudié le cas de Brasilia et d'Abuja. Nous allons faire la même chose. Et nous allons le faire de manière méthodique, de manière rationnelle. Pas dans la pagaille et le désordre. Pas seulement en disant je vais faire ceci, je suis en train de faire cela. Alassane Dramane Ouattara nous disait ici, dans le cadre de la campagne de 2010, que lui, dès qu'il prend le pouvoir, il va prêter serment à Yamoussoukro. Il va délocaliser la primature à Yamoussoukro. Le palais présidentiel va se retrouver à Yamoussoukro. 16 ans durant que le régime du RDR est au pouvoir. Jusque-là, rien n'a encore été fait. Et donc, le camarade Ouallo Jean-Luc va se prononcer sur la décentralisation et le développement local. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout est concentré sur Abidjan. Ce qui fait qu'il y a une cherté des maisons qui ne dit son nom. Ce qui fait que quand il pleut, les pluies diluviennes font des dégâts. Pourtant, les autres villes là sont là. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien dans les autres villes. Et le RDA a tout concentré à Abidjan. Quelqu'un qui s'est battu pour dire qu'ils ont écarté Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est du Nord. Mais aujourd'hui, tu prends le pouvoir, tu abandonnes le Nord, tu es devenu ébrié. Tu n'es plus Djoula, tu n'es plus nordiste, tu es devenu sudiste, tu es devenu ébrié. Et toutes tes réalisations sont concentrées sur Abidjan. On ne va pas un peu au nord, on ne va pas un peu à l'ouest, on ne va pas un peu à l'est, on ne va pas un peu dans le centre à l'aide construit là-bas. Mais c'est toi qui nous as promis Crédit Moto. Donc le camarade Ouallo Jean-Luc va animer une conférence de presse sur ce thème-là. Nous demandons aux militants du RDR, de la case caféinée, au cadre du RDR de prendre leur bloc-notes afin d'écouter le camarade Ouallo Jean-Luc. Et il va présenter la vision du président Laurent Gbagbo en ce qui concerne la décentralisation et le développement local. Donc, vous êtes tous invités demain à la Rivera Bonhoumé, au siège du parti. Hommes de médias, journalistes, vous êtes tous invités. Militants du PPAC et même les militants de la case caféinée, vous êtes invités à prendre part à cet important événement. Famille, vous serez encore choqués. Voici le plan qu'ils ont mis en place pour mieux nous dominer. Oui, oui, écoute, ne garde pas ça pour toi seul. Partage ça dans tous les coins. Afin que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe exactement. Oui, oui. Non. Vous installeriez des dirigeants qui servent des intérêts étrangers, pas leur peuple. Trouvez les plus corrompus, les plus facilement manipulables, ceux qui désirent la richesse et le statut plus que le progrès. Offrez-leur le pouvoir en échange de leur loyauté. Si un leader émerge qui se soucie réellement de l'Afrique, débarrassez-vous de lui. Assassinez-les si nécessaire. Mais si c'est trop compliqué, déstabilisez simplement leur gouvernement et soutenez un coup d'État. S'ils parlent de nationaliser les ressources, faites-en un exemple. S'ils essaient d'unir l'Afrique, éliminez-les avant que l'idée ne se propage. Vous maintenez l'Afrique économiquement faible en vous assurant qu'elle ne s'industrialise jamais. Laissez-les exporter des matières premières, mais ne les laissez jamais les transformer eux-mêmes. Contrôlez les mines, les champs pétrolifères, les minéraux rares. Gardez-les à vendre à bas prix et à acheter cher. Si un pays essaie de se libérer,
et de construire ses propres industries, sabotez-le. Imposez des sanctions, déstabilisez sa monnaie, financez l'opposition locale, faites s'effondrer son économie. Si cela ne fonctionne pas, orchestrez une guerre civile. Les gens ne peuvent pas construire quand ils sont trop occupés à essayer de survivre. Vous vous assureriez que leur système éducatif produit des travailleurs, pas des innovateurs. Enseignez-leur une histoire qui glorifie leurs oppresseurs. Faites-leur croire que leurs cultures sont primitives, que leurs ancêtres étaient des sauvages, que leur avenir dépend de l'approbation étrangère. Entraînez-les à mémoriser, pas à penser de manière critique. Gardez leurs meilleurs et plus brillants à la recherche d'opportunités à l'étranger. Faites-leur rêver de quitter l'Afrique plutôt que de la réparer. Offrez des bourses qui emmènent leurs esprits les plus brillants vers l'Occident et ne les encouragez jamais à revenir. Laissez le continent continuer à former des médecins et des ingénieurs seulement pour qu'ils aillent enrichir d'autres nations. Vous contrôleriez leurs récits. Possédez leurs médias. Contrôlez leurs histoires. Dictez leur image au monde. Faites-leur croire qu'ils sont corrompus, sans espoir, éternellement en crise. Inondez leurs écrans de pornographie de la pauvreté et de zones de guerre. Montrez-leur des publicités caritatives qui leur font croire qu'ils sont impuissants, sans l'aide étrangère. Minimisez leur réussite. Transformez leur victoire en incidents isolés. Si un pays africain développe une innovation révolutionnaire, attribuez le mérite à un investisseur étranger. Si un dirigeant africain met en œuvre une politique réussie, présentez-la comme une anomalie plutôt qu'une preuve de compétence. Vous vous assureriez qu'ils restent dépendants, les noyer dans la dette. Offrir des prêts avec des conditions impossibles. Les forcer à tout privatiser pour que des entreprises étrangères possèdent leur eau, leur électricité, leurs terres. Lorsqu'ils luttent, leur donner juste assez d'aide pour les maintenir en vie, mais jamais assez pour les rendre autonomes. Utiliser des œuvres de charité pour créer une culture de dépendance plutôt que de résilience. Les faire penser que l'intervention étrangère est nécessaire, qu'ils ne peuvent pas résoudre leurs propres problèmes, qu'ils ont toujours besoin d'aide de l'extérieur. Vous supprimeriez leurs forces militaires. Maintenir leurs armées faibles, leurs industries de défense inexistantes. Leur vendre des armes pour qu'ils se battent entre eux, mais ne jamais les laisser développer une technologie militaire de pointe. Si un pays essaie de construire un système de défense solide, l'accuser d'être une menace pour la stabilité. S'assurer qu'ils aient toujours besoin de casques bleus étrangers, de bases militaires étrangères, de conseillers étrangers contrôlant leur sécurité. Les garder vulnérables à l'invasion, aux coups d'État et à l'ingérence étrangère. La formule est simple. Diviser, corrompre, exploiter, désinformer, contrôler. Les maintenir en train de se battre entre eux. Les faire regarder à l'extérieur pour des solutions. Les garder pauvres, dépendants, en insécurité. S'assurer que chaque tentative de se libérer rencontre une résistance si forte que la génération suivante y réfléchisse à 2 fois avant d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. La vraie question n'est pas comment empêcher l'Afrique de devenir une superpuissance. C'est comment l'Afrique peut briser le cycle, malgré tous les efforts pour la maintenir à terre. Famille, je vous demande pardon. Protégeons nos 3 dirigeants de l'AES. Oui, c'est eux qui ont compris. C'est eux qui sont en train de nous aider. C'est eux qui ont compris l'Occident. Dans cette vidéo, tout est dedans. Je vous demande pardon. Protégeons nos dirigeants de l'AES. Car c'est ce qu'il faut qu'ils sont en train de faire afin de sortir l'Afrique de tous ces plans machiavéliques de l'Occident. S'il vous plaît, partagez la vidéo là, ça va arriver partout. Même si tu es encore mouton, je pense qu'après avoir écouté cette vidéo, tu vas comprendre que ton dirigeant, il est vraiment à la solde de l'Occident. Oui, cette vidéo nous explique tout. Tout est dedans. Pourquoi tu souffres? Pourquoi ton pays ne se développe pas? Pourquoi tu ne dois pas transformer tes matières premières? Pourquoi ils doivent venir prendre moins cher? Tout est dedans. Merci de partager. Et encore une fois, je vous demande de soutenir, de prier pour nos dirigeants de l'AES. Parce que c'est le meilleur combat qu'ils sont en train de mener. Oui. Partagez ça dans tous les coins. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive l'AES. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire,
Citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako, groupe, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Frère, Romain, l'heure est grave. Vidéo là, partagez-la au maximum. Parce que il y a beaucoup de vérités qui seront dites. D'autres vont aimer, d'autres ne vont pas aimer. D'autres même vont m'insulter, y compris ceux de notre camp. D'autres vont m'insulter. Mais les vérités là, il faut les dire. Et on ne va pas se taire là-dessus. On doit dire. Je vais aborder deux sujets. Le premier sujet concernera, n'est-ce pas, l'arrestation du pasteur David Jérémie. Le deuxième sujet sera sur les nominations au sein du PPACI, notre parti politique. Alors, camarades d'Afrique, commençons très rapidement par le premier sujet. Depuis le 10 août, j'ai suivi de l'arrestation du prophète jusqu'à aujourd'hui. J'ai su les événements, d'accord, qui tournent autour de cette arrestation-là. Ceux qui parlent, ceux qui soutiennent, ceux qui ne soutiennent pas, ceux qui l'attaquent. J'ai su tout. Mais je ne parle pas. Parce que je voulais voir jusqu'où l'Ivoirien pouvait aller, d'accord, dans sa soumission, dans son zombisme. Jusqu'où on pouvait aller. La Côte d'Ivoire est le seul pays de mémoire où on arrête un homme de Dieu de la trempe de David et Jérémie et puis personne parmi ses fidèles ne manifeste. Même un seul parmi ses fidèles n'est sorti dans les rues pour manifester. J'ai dit ouais, on a atteint un autre niveau en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut le dire, une partie du peuple ivoirien est devenue comme une pièce, d'accord, remplie de casseroles, de vieilles casseroles. Et dès qu'on jette un objet là-dedans, après, c'est fini. Rien, aucune réaction. Tu jettes, tu prends caillou, tu jettes dans la pièce nette, les vieilles casseroles là. C'est comme ça une partie du peuple de Côte d'Ivoire est devenue. C'est-à-dire que du bruit dans le vide. Du bruit dans le vide. Mais, quand on parle de cette partie du peuple de Côte d'Ivoire, il faut donner l'identité de ceux qui abrutissent. Et ça, des franges de la population ivoirienne. Il faut identifier ceux qui abrutissent. C'est des franges du peuple de Côte d'Ivoire. En réalité, c'est les mêmes pasteurs, les mêmes imams qui abrutissent une frange de la population ivoirienne. Comment? Toi, tu vas t'asseoir à l'église pour dire non, Dieu va faire cela, Dieu va régler leur compte. Regardez seulement, soyez patients. Dieu va régler leur compte. C'est Dieu seul qui peut régler leur compte. C'est Dieu seul qui peut faire. Et puis, les fidèles disent Amen, 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 Amen. Les imams disent intoléralement. Laissons à Dieu, c'est Dieu qui peut gérer, c'est Dieu qui s'occupe d'eux, c'est Dieu qui va s'occuper d'eux. Voilà le poison d'une frange de la population ivoirienne. Bon, aujourd'hui, Pasteur Jérémie, je te soutiens de toutes mes forces. Tu as toute ma solidarité. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Vous n'avez pas passé tout votre temps à abrutir vos fidèles en leur disant que c'est Dieu qui va descendre pour venir faire. Bon, voilà maintenant
Dieu est venu, toi, voilà, maintenant, ils sont venus, toi, te prendre pour te mettre en prison. Ils t'ont torturé. Et ils t'ont mis en prison. Au lieu que tes fidèles se mobilisent pour faire du bruit, pour faire du vacarme, pour faire du tapage, afin qu'on te libère, comme tu leur as dit, c'est Dieu qui va faire. Alors tes fidèles, ils se réunissent dans l'église et ils prient pour que Dieu te fasse libérer. Pour que Dieu te protège et que Dieu te fasse libérer. Sinon, eux, ils ne peuvent rien. C'est Dieu qui peut tout. Donc, voilà, maintenant, ils sont là. Toi, tu es là. Vous connaissez ces deux messieurs-là? Malcolm X, Martin Luther King. Malcolm X était imam. Parce qu'il était dans le groupe, dans le mouvement de Ali Mohammed, Nation of Islam. Il était dans ce mouvement-là. Il était un haut cadre de ce mouvement. Il faisait prier les fidèles. Il est même parti à la Mecque. Et c'est le papa de Tariq Ramadan qui était son guide à la Mecque, qu'il a reçu à la Mecque. Tariq Malcolm X. Martin Luther King. On l'appelait pasteur Martin Luther King. Il a été pasteur à 25 ans en 1955. L'église baptiste d'Atlanta. Il était pasteur là-bas avec son papa. Et son papa l'a laissé, il est devenu pasteur. Quand Rosa Parks a refusé de céder la place dans le bus à la femme blanche, elle a refusé de se lever pour céder la place aux blancs dans le bus. C'est-à-dire que la ségrégation était institutionnalisée. C'était des lois qui étaient votées dans beaucoup d'États américains. C'est-à-dire que dans ces États-là, quand blanc rentre dans le bus et qu'il n'y a pas de place, toi le noir, tu dois te lever, tu vas au fond et tu laisses la place aux blancs. Vous comprenez? Quand Rosa Parks a refusé et que Rosa Parks a été arrêté, c'est Martin Luther King avec son mouvement américain des droits civiques. C'est lui, Martin Luther King, qui a mobilisé ses camarades et ils ont boycotté les bus aux États-Unis. Vous comprenez ça? Ils ont boycotté les bus, ils ont boycotté les transports, ils ont organisé des grosses manifestations. La plus grosse manifestation jamais enregistrée aux États-Unis d'Amérique, c'est la manifestation de Martin Luther King avec près de 300 000 personnes. Martin Luther King, il n'avait que 25 ans, 30 ans, il est mort à 39 ans. Il était pasteur. Et il n'était pas le seul pasteur dans le mouvement. Il y avait plusieurs pasteurs qui étaient dans le mouvement, qui luttaient. C'était une lutte politique. Bon, c'est vrai que lutte pacifique, mais après, vers la fin de sa vie, d'accord, il est devenu radical. Il a commencé à s'attaquer véritablement à l'impérialisme. Sinon, il luttait simplement pacifiquement pour les droits civiques. De l'autre côté, Malcolm X, lui, il luttait. C'est les Malcolm X là qui ont dégagé l'idée des Black Panthers, c'est-à-dire de se défendre, de créer une armée aux États-Unis d'Amérique pour se dresser contre le Ku Klux Klan, contre les racistes décomplexés, les officiers racistes décomplexés qui tiraient sur les noirs quand on les voit dans la rue. C'est-à-dire qu'on te tire dessus parce que tu es noir. Et ça n'a pas qui part. Malcolm X étant imam, Martin Luther King étant pasteur, se sont dressés contre ça. Mais aujourd'hui, vous voyez votre peuple, il est en train de souffrir. Il meurt de faim. Abidjan est la ville la plus chère au monde. Vous voyez, on casse les maisons des gens. Vous les imams, vous dites que il faut laisser à Dieu. Vous les pasteurs, vous dites il faut laisser à Dieu, c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Vous là, vous êtes plus instruits que Martin Luther King ne l'a été. Vous êtes plus instruits que Malcolm X ne l'a été. Vous êtes plus instruits que Marcus Garvey ne l'a été. Celui-là qui s'est fait appeler
de Black Moses, le Moïse noir, Marcus Garvey, qui se faisait appeler le Moïse noir, qui se disait qu'il avait assigné comme mission de ramener tous les afro-descendants, d'accord, en Afrique noire, sur le continent. Vous êtes plus instruits que ces gens-là? Hein? Pour Marcus Garvey, Dieu est noir, Jésus est noir et Satan est blanc. Pour Marcus Garvey. Et même pour moi, Dieu ne peut pas être blanc. Parce que Dieu ne peut pas être cruel contre sa propre image. Parce qu'on dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu ne peut pas être cruel contre sa propre image. C'est Satan qui peut être cruel contre l'image de Dieu. C'est ça qui est la vérité. C'est la philosophie Rasta qui a été reprise aussi par Bob Marley. Dieu, Jésus est noir, Satan est blanc. Et nous le disons, Allah est noir, Satan est blanc. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi y a-t-il urgence dans les pays africains à sortir de la suprématie des monnaies non africaines? Quels sont les obstacles à la réalisation d'une industrie nucléaire africaine? Une organisation panafricaine meilleure que l'Union africaine est-elle possible ou nécessaire? Voilà les trois questions que nous abordons tout de suite. Commençons par la première. Pourquoi y a-t-il urgence pour les pays africains à sortir de la suprématie des monnaies non africaines? Définissons rapidement ce que c'est qu'une monnaie. La monnaie est une marchandise qui a été inventée pour permettre l'échange entre les autres marchandises. Donc c'est une marchandise de marchandises. Il s'ensuit que celui qui possède la monnaie possède potentiellement tous les biens et services qu'il y a dans une économie. Vous comprenez donc pourquoi la monnaie est un outil de puissance, un outil de souveraineté, un outil d'affirmation de soi d'une communauté politique. Il n'y a pas de monnaie sans une armée. Il n'y a pas de monnaie sans une administration. Il n'y a pas de monnaie sans un État, c'est-à-dire une organisation du pouvoir politique. Or, pour au moins une quinzaine de pays africains, depuis 1945, il manque la maîtrise de cet attribut essentiel de la puissance. De cet attribut essentiel de la politique économique, la monnaie. Bien sûr, on a voulu nous expliquer que les pays africains, entre guillemets dits francophones, pouvaient se passer d'une monnaie nationale, d'une monnaie souveraine, parce qu'ils bénéficiaient de la protection de leurs ancêtres gaulois, parce qu'ils bénéficiaient de la protection de l'ancien franc français, et par la suite, à l'entrée du XXIe siècle, la protection de l'Union européenne à travers l'euro. Or, en fait, qu'est-ce que cache la parité fixe? Qu'est-ce que cache le contrôle de la monnaie africaine par la Banque de France? À partir du moment où c'est la Banque de France qui, à chamalière, bat la monnaie d'une quinzaine de pays africains, il s'ensuit que c'est elle qui arbitre les échanges de marchandises, non seulement à l'intérieur de chacun de ces pays, mais entre les pays africains et les pays étrangers. En réalité, le franc CFA est un poste de péage, c'est un poste douanier placé par la France entre le moindre échange de biens et services dans la zone des 15 pays, anciennement puissance pays coloniaux, pays sous tutelle. Alors, pourquoi y a-t-il urgence pour les pays africains à sortir de la suprématie des monnaies non africaines? La première urgence, c'est que cela permettra à ces pays de conserver dans leur propre trésor toutes leurs réserves de change. Pendant plusieurs décennies, la France s'est sucrée sur le dos de ces pays en surfant sur les réserves de change qu'elle s'est même permise d'utiliser comme moyen pour une aide au développement elle-même conditionnée par des rétrocessions, par des taux d'intérêt complètement rédhibitoires. Deuxième élément important. Quand on possède sa propre monnaie nationale, on peut piloter son économie, c'est-à-dire l'adapter à l'évolution
de l'offre et de la demande, ce qui est un élément essentiel, même dans la gestion élémentaire du pater familias à l'intérieur de la famille nucléaire. On sait tous que l'art de gérer une famille, c'est l'art de toujours veiller à ce que les recettes soient supérieures aux dépenses. Les pays africains, dépourvus d'une monnaie nationale, donc d'une banque centrale autonome, ne sont pas capables de piloter leurs économies, c'est-à-dire de savoir moduler les recettes par rapport aux dépenses et d'anticiper sur les périodes dites de vaches maigres afin d'éviter des crises économiques sévères qui bien souvent les balaient et se parachèvent par des dévaluations toujours au profit de la puissance coloniale. Il y a une troisième raison pour laquelle il faut absolument agir. C'est que l'existence de monnaie nationale permettra aux pays africains de développer un partenariat étroit avec les puissances du monde multipolaire. Un pays comme la Fédération de Russie, un pays comme l'Iran, un pays comme la Chine, un pays comme le Brésil a besoin d'une Afrique possédant ses monnaies nationales afin de développer un réseau de communication, de financement, d'investissement collectif, d'investissement, absolument fructueux pour les deux parties. Nous appelons donc tous les pays africains à accélérer la constitution des monnaies nationales. C'est une question vitale. Abordons la deuxième question de cette émission. Quels sont les obstacles à la réalisation d'une industrie nucléaire africaine? Mes chers amis, à propos du nucléaire, il y a tellement de fantasmes qui ont été entretenus contre les Africains que certains en sont venus à s'enfermer dans la peur de l'industrialisation nucléaire de l'Afrique. Je voudrais d'abord énumérer ces fantasmes avant d'indiquer comment nous pouvons les lever. Le premier fantasme, c'est de dire que les Africains ne seraient pas intellectuellement, techniquement, technologiquement capables de créer, d'héberger, de gérer des centrales nucléaires. Cette opinion est complètement fausse. Le nombre d'ingénieurs, de techniciens, le nombre de diplômés de pointe que l'Afrique compte, pas seulement sur le continent, mais dans les diasporas, en matière de maîtrise de la physique nucléaire est absolument remarquable. Et en mutualisant d'ailleurs, ces curriculum vitae studiorum, l'Afrique serait capable d'avoir un pôle d'ingénieurs nucléaires en mesure de développer son industrie. Deuxième fantasme. On estime que l'Afrique va se servir de l'énergie nucléaire pour se venger des crimes de la traite négrière, de la colonisation, de la néocolonisation et de l'impérial terrorisme. On prête à l'Afrique une volonté de vengeance, une volonté de revanche. Voilà un autre fantasme qui ne correspond à rien de ce que les Africains font. Même aujourd'hui, le militantisme panafricaniste, le combat panafricaniste dans lequel nous sommes engagés n'est pas un combat de revanche ou de vengeance, mais un combat de justice. J'ose espérer que vous avez bien suivi la vidéo et que l'information vous avez vraiment plu et que vous désirez toujours recevoir, réécouter nos informations sur la chaîne KD Info TV chaque jour. Nous sommes là pour vous fournir des informations en temps réel et très crédibles. Nous vous invitons à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque moment que nous allons mettre des informations en ligne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines informations que nous allons mettre en ligne. On se recapte les prochaines vidéos. Famille, ciao, ciao.